Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cours, cette lecture, cette introduction au biomimétisme du point de vue en tout cas philosophique, avec quelques exemples techniques bien sûr, des applications. Ce cours est un cours qui m'a été demandé à de multiples reprises dans différents contextes, donc j'ai essayé de produire pour les étudiants une synthèse un petit peu des différentes interventions que j'ai pu faire sur le biomimétisme et le design, ou le biomimétisme comme philosophie d'entrepreneuriat. Donc on va démarrer introduction au biomimétisme, valeurs, capitalisme et nature, une nouvelle épistémologie. Donc là, nous serons dans la logique d'essayer de comparer finalement la manière dont nous vivons dans la société dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire une société capitaliste, sans jugement de valeur aucun pour le moment, et comment nous pourrions vivre dans une société qui serait du domaine du biomimétisme. Et ces deux postures sont-elles compatibles? Ce cours est basé sur un de mes travaux qui s'appelle Valeurs, capitalisme et nature, qui est une réflexion justement sur notre rapport à la nature. Je vais quand même me présenter avant de démarrer. Donc moi je suis Julien V, je suis designer, actuel président de l'Institut supérieur de design de Saint-Malo, une école qui forme les étudiants au métier du design, d'innovation sociale, et plus précisément à partir du niveau master, dans le cadre du master design et monde vivant, qui forme les étudiants à une pratique radicale en écologie, de design, avec différentes méthodologies. On va démarrer donc par un préambule, une question qui peut se poser: est-ce que la reconnexion au vivant, c'est-à-dire est-ce que le fait d'interagir avec la nature est une condition, on va dire, de l'engagement écologique? Est-ce que l'extinction de ce qu'on appelle l'expérience de nature est en cause dès lors que nous voulons, nous, opérer des actions écologiques, c'est-à-dire est-ce que finalement les urbains aiment moins la nature que les autres? Il y a tout un tas de questions, donc on va essayer d'en parler. Je pense qu'on peut démarrer par une observation de base, un peu essentielle sur l'humanité en général. C'est l'idée selon laquelle l'être humain n'a pas toujours détruit son environnement. Ce n'est pas une condition de vie pour l'homo sapiens qui serait que l'humain est une forme de parasite qui ne peut vivre s'il ne détruit pas l'environnement. J'ai eu l'occasion, donc, dans le cadre de mon travail de designer, notamment designer graphique, médiateur scientifique, d'opérer plusieurs visualisations de données pour faciliter un petit peu la compréhension. Et j'ai eu l'occasion de tomber sur une base de données qui compare justement, qui met en lumière sur un siècle, sur bien plus que ça même, sur 800 ans, les disparitions d'espèces cumulées chaque année. Et donc on démarre sur ce visuel où on a pendant presque 700 ans, un monde où les extinctions d'espèces existent, mais dans des proportions quasi nulles. C'est-à-dire que des espèces sont sélectionnées du fait de leur stratégie, de leur adaptation au milieu, restent en vie ou s'effacent naturellement, entre guillemets. Et ensuite, on va opérer un schisme, l'être humain, entre la nature et la culture, avec l'idée suivante, c'est que l'humain est plutôt du domaine de la culture, avec la culture supérieure à la nature, plus intéressante que la nature, parce que l'humain est plus intéressant que la nature, et va démarrer une espèce de course contre la nature qui sera faite de différentes typologies d'innovation. Et donc j'ai ajouté à cette data, qui pour l'instant est très linéaire, de disparition des espèces, sur une frise chronologique, les différents moments d'innovation de l'espèce humaine. Et donc on va voir les corrélations, ce n'est pas des causalités, c'est-à-dire que rien ne prouve que les innovations provoquent l'effondrement, mais malgré tout, vous allez voir, il y a corrélation dès lors qu'on invente, en 1450 à peu près, le caractère mobile, qui est ancêtre de l'imprimante de bureau, et qui va pousser l'être humain donc à couper du bois, forcément, à structurer un peu son milieu. Donc là, on a une première inflexion de la courbe qui va voir des espèces disparaître. Ensuite arrive donc le modèle actuel de l'épistémologie actuelle, du système économique actuel qui est le capitalisme. Puis l'industrialisation, la machine à vapeur, le moteur à explosion avec l'essence qui arrive, le procédé Haber-Bosch, l'innovation nucléaire, etc., etc. Et on voit petit à petit la courbe descendre de manière dramatique, les espèces disparaissent, le vivant est en train de s'effondrer. Et on est en 2025, donc il me manque 25 ans de données dans la mondialisation. J'imagine que, comme on peut le constater, la situation ne s'arrange pas.
Donc ça, on parle beaucoup de carbone aujourd'hui. Donc là, moi, j'ai cette data où je me suis dit, bon, cette disparition d'espèces, est-ce que c'est l'innovation, est-ce que c'est le carbone? Et donc lorsqu'on met une courbe d'augmentation du carbone, on constate qu'en effet, les courbes se croisent, mais surtout qu'on a pendant allez, 400 ans un effondrement de la biodiversité sans carbone, zéro carbone, écolo presque. Donc on ne peut pas dire que le carbone soit la cause de l'effondrement et donc, si vous voulez, la mère de la crise, quoi. Alors le reconnexionnisme là-dedans, qu'est-ce que c'est? C'est une philosophie de Robert Michael Peel, enfin tirée de réflexions de Robert Michael Peel, qui est naturaliste, spécialiste des papillons, et qui va imaginer que être connecté à la nature, interagir avec la nature, ce qu'on appelle la nature, donc la forêt, les arbres, les prés, les animaux, l'océan, va forcément forger une conscience écologique. C'est un prédicat qui est très présent dans les pensées écologistes, qui mérite, je pense, d'être un peu inspecté. Et donc il y a des études qui ont été produites, notamment par la fabrique Spinoza, qui nous montrent qu'en effet, si on regarde les Français et la nature, tout d'abord on constate qu'il y a une extinction de l'expérience, c'est-à-dire que 41% des gens ne savent plus vraiment ce que c'est que de vivre une expérience de nature. En tout cas, ils le déclarent comme ça. Première voilà, vérification, c'est qu'en effet, l'expérience disparaît. La deuxième, si on compare les personnes engagées dans les luttes écologistes, pas forcément dans des ZAD, hein, mais peut-être simplement une conscience un peu importante qui les pousserait à militer pour des actions plus écologistes, on constate que dans les personnes qui sont engagées, davantage d'individus ont des expériences de nature par rapport à ceux qui sont soit moins engagés, soit pas du tout engagés, et qui s'en moquent un petit peu de toute cette histoire de biodiversité. Alors, on pourrait citer le commandant Cousteau, ce qui serait un peu ambitieux quand on est vraiment écologiste, mais on va le faire quand même. On aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce que l'on aime. Donc l'idée que la nature puisse nous émerveiller pourrait nous pousser éventuellement à la protéger. Alors ça lui met la pression à la nature, mais c'est pas très grave. Aimer la nature est peut-être d'ailleurs, d'après Alexandre Jost de la fabrique Spinoza, le premier vrai engagement écologiste. C'est-à-dire que ça commencerait par aimer la nature. On commencerait en tant qu'écologiste par aimer et ensuite par défendre. Et on pourrait remplacer donc aimer par être émerveillé par la nature est le premier acte écologiste. Alors là, ça pose plein de questions, notamment si nous sommes vraiment dans une situation d'extinction de l'expérience de nature, est-ce que nous ne sommes pas dans une situation d'extinction de l'engagement écologiste? On y reviendra. Maintenant, on va parler de Janine Benyus. Janine Benyus est une ingénieure américaine diplômée de gestion des ressources naturelles et de littérature anglaise. Elle va proposer une sorte de manifeste du biomimétisme contemporain. C'est la théoricienne contemporaine du biomimétisme en 1997, un livre qui va s'appeler « Quand la nature inspire les innovations durables ». Et Janine Benyus donc, va nous proposer une base de méthode de la pratique du biomimétisme qui ferait de la nature trois choses: la nature comme modèle, la nature comme mesure et la nature comme mentor. Ça, c'est les 3 M du biomimétisme. Dans ce contexte-là, donc prendre la nature comme modèle, prendre la nature comme mesure et prendre la nature comme mentor nous pousserait à faire les choses correctement dans un monde qui est un monde naturel. Et ça, c'est ce qu'on appelle les 3 M du biomimétisme. À ce moment-là, moi, je me pose une question. Je me dis que est-ce qu'il n'y a pas des risques à donner une valeur immatérielle à la nature sans changer le système de pensée qui la parasite, c'est-à-dire sans changer le capitalisme? Parce qu'on sait bien que le capitalisme exploite ce qui a de la valeur. C'est logique, c'est un modèle économique qui est construit comme ça. Alors maintenant, on peut se poser la question, si le biomimétisme, c'est prendre la nature comme modèle, mesure et mentor, le capitalisme, c'est quoi par rapport à la nature? Comment le capitalisme, comment vous et moi, qui sommes des individus capitalistes, ou en tout cas vivant dans des systèmes capitalistes, comment nous considérons la nature, comment le monde qui nous entoure nous pousse à considérer la nature? Donc on va essayer de chercher les 3 M du capitalisme, c'est un petit jeu comme ça entre nous. Donc on va faire un inventaire de la manière dont le capitalisme interagit avec la nature pour essayer de les classer. Je vous rassure, j'ai fait le travail un petit peu en amont. Donc on va commencer peut-être par définir le capitalisme pour comprendre de quoi il s'agit exactement. Donc c'est un système social et économique
basé sur la privatisation d'espaces, de techniques et de forces de travail. Donc on s'approprie des lieux, des objets et des personnes pour les utiliser. Des connaissances aussi, on peut mettre ça dans la technique. Et on peut utiliser de manière libre toutes ces choses-là pour faire du bénéfice. On va dire que le capitalisme, globalement, c'est ça. Il n'y a pas là-dedans de dimension morale a priori. Bien sûr, il va y en avoir, puisque toute technique a une moralité. Et donc, les 3 piliers du capitalisme, quand on étend et qu'on regarde derrière nous, qu'est-ce qui sous-tend cette organisation sociale? C'est tout d'abord l'extractivisme, c'est-à-dire le fait d'extraire des choses de la nature. Ensuite, c'est le productivisme, c'est-à-dire le fait d'utiliser ce qui a été extrait pour fabriquer des choses et ensuite en faire le commerce, avec des technologies efficaces pour ce faire, l'industrie par exemple. Et ensuite, c'est ce qu'on va appeler le croissantisme, c'est-à-dire qu'il faut faire tout cela dans une optique d'augmentation perpétuelle, d'enrichissement perpétuel monétaire, pour le bien-être de tout le monde et pour toujours. Donc voilà les 3 piliers du capitalisme: extractivisme, productivisme et croissantisme. Et donc on va passer chacun de ces piliers au spectre, au tamis de la nature, pour essayer de voir quelle relation cela nous donne avec la nature. Donc l'extractivisme déjà considère la nature comme une matière. C'est la nature comme matière. C'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire que là vous voyez une image qui va nous montrer qu'il y a des cailloux dans la nature, qu'on les a extraits. Il y a un panneau à ne pas toucher les cailloux. Qui a été posé là par des gens qui manifestement ont touché les cailloux. Et on va transformer ces choses-là en matériaux. Donc on voit l'image d'à côté, soit des dalles pour faire une terrasse avec des minéraux lissés, ou des graviers pour un petit jardin un peu à la japonaise. Dans ce cadre-là, la nature a une valeur en tant que matière première. Mais elle n'a pas de valeur en soi. C'est-à-dire que la nature, quand elle est une matière, elle a une valeur en fonction de la complexité qu'on a à l'extraire, à la récupérer. Quelque chose qui traîne par terre, ça se ramasse facilement, ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais s'il faut creuser très profondément, on va commencer à parler de rareté, et dans ce cas-là, la valeur de la nature augmente. Alors, est-ce que les cailloux font partie de la nature? Je pense qu'on peut dire que oui. Ils sont au moins actants, ils ont un effet sur leur environnement. C'est aussi la question de la technique humaine et des compétences. C'est-à-dire que si la compétence humaine est rare pour transformer un matériau, le matériau aura une valeur plus importante une fois transformé, mais pas forcément plus de valeur en tant qu'objet de nature. Donc à ce moment-là, la nature comme matière, c'est la nature qui n'a justement aucune valeur et qui peut être privatisée facilement sans qu'on ait besoin de beaucoup en discuter en réalité. Ensuite, il y a le productivisme. Donc le productivisme, c'est l'action donc, de transformer, de produire, de fabriquer, qui va là considérer la nature comme un moyen de développement. Donc, la nature comme matière, ensuite la nature comme moyen. Je vous propose cette illustration de mon propos où on a une route qui sépare 2 espaces de nature, un qui a été ravagé, détruit pour fabriquer un lotissement probablement. Et donc ce terrain de ce côté de la route a beaucoup plus de valeur parce qu'il est constructible, parce qu'on peut le détruire, contrairement à un terrain agricole qui n'a pas beaucoup de valeur parce qu'il se contente de faire pousser de la nature dessus, ou des choses à peu près naturelles qui nous serviront à nous alimenter, par exemple. Et dans ce cas-là, ça a moins de valeur parce qu'on ne peut pas le détruire, c'est déjà destiné à nourrir. C'est assez paradoxal parce que c'est vrai généralement on préfère manger qu'habiter si on n'a pas le choix entre les deux. Mais dans le marché capitaliste, en tout cas, l'habitat a plus de valeur parce qu'il génère davantage de bénéfices que la nourriture. Donc c'est assez paradoxal. On peut considérer donc que la nature, dans ce cadre-là, dans le cadre du productivisme, a une valeur en tant que potentiel de sacrifice. C'est-à-dire que plus on peut la détruire, plus elle aura de valeur. Et en tant qu'elle est disponible donc pour accueillir l'activité humaine. C'est une vision, alors, triste évidemment, mais en tout cas une vision dure, un peu d'ingénieur sur l'environnement qui va nous pousser justement à façonner un peu l'environnement autour de nous de sorte à ce qu'il serve et qu'il soit efficient par rapport au productivisme. C'est le cas forcément du remembrement et de la construction un peu du paysage, on va dire, agricole contemporain pendant la deuxième moitié du XXe siècle, où on a construit à la manière d'un tableau d'art contemporain, c'est ce que propose l'image ici, qui est inspirée d'un cours d'Henri Dix en philosophie du biomimétisme, où on a structuré la nature comme quelque chose d'absolument culturel.
et pratique. Et on a aussi la nature en tant que réceptacle de ce qu'on appelle les externalités quand on est poli, ce qu'on appelle les conditions de l'activité quand on est réaliste, c'est-à-dire le déchet. La nature a une valeur quand elle peut servir de décharge, quand elle peut servir de réceptacle pour tout ce qui nous est plus utile. Imaginez que toute la Terre soit remplie de choses, où est-ce qu'on mettrait les déchets? On ne pourrait plus les envoyer en Afrique, on ne pourrait plus les cacher en périphérie des villes. Imaginez qu'il y a un petit îlot disponible pour faire ça, il aurait une valeur énorme dans une nature finalement qui va accueillir des polluants plus ou moins éternels, plus ou moins violents. Alors, qu'est-ce que ça dit du monde? On a une petite data là que j'ai produite, une visualisation de données qui va nous proposer de mesurer un petit peu ce que nous sommes, c'est-à-dire, vous voyez en bas à droite, là, les humains dans ce petit carré au milieu de tous les animaux avec un rapport de proportion. Hein. On n'est pas très nombreux par rapport aux arthropodes ou aux poissons ou même aux vers ou aux mollusques. Et malgré tout, vous voyez, cette partie rouge là qui contient tous les animaux, c'est pas grand-chose par rapport à tout ce qui est vivant sur Terre. Si on regarde ce schéma, ce qui est vivant sur Terre, globalement, c'est des plantes, marines ou terrestres, et beaucoup des bactéries, et un peu de champignons. Et donc nous, on est une petite partie de cette toute petite partie. Et pourtant, si j'ajoute, donc ça c'est toute la biosphère, hein, tout ce qui est vivant sur Terre, le poids de tout ce qui est vivant sur Terre, si j'ajoute la technosphère, c'est-à-dire tout ce que l'humain a fabriqué et déposé sur la Terre, c'est assez écrasant par rapport à la réalité physique du monde. Aujourd'hui, il y a plus d'objets fabriqués par l'homme, soit sous forme de services, de bâtiments, d'infrastructures, ou même de déchets, que de choses en vie sur la planète. On est parti d'une planète où tout était vivant. Et donc voilà, ça c'est l'idée que le productivisme considère la nature comme un moyen de développement. Et enfin, le croissantisme, donc, qui va choisir, je ne sais pas, mais en tout cas qui, de par sa structure, va considérer la nature comme un médium. On va appeler ça comme ça, je vais y revenir dans quelques instants. Donc, pour constater cet effet un peu médium, il faut s'attarder un peu sur les représentations qu'on a. Et ce qui sous-tend la croissance, c'est l'innovation. C'est-à-dire que sans renouvellement, si vous voulez, des services et des objets, des espaces et de l'offre en général produite par le capitalisme, sans renouvellement de tout ça, il n'y a pas de croissance possible. Donc, l'innovation a une image qui généralement, traditionnellement en tout cas, est associée plutôt à des engrenages industriels. Vous voyez, on voit quand on tape innovation sur Google, tout cet imaginaire là, ou des ampoules. Donc c'est à la fois, globalement, c'est des rouages qui tournent et qui font de l'électricité. Ça, c'est l'innovation. Et depuis quelques années, là, depuis, je dirais, 7-8 ans, on commence à voir émerger, avec le terme innovation, des plantes. Donc on a des ampoules avec des fleurs qui poussent dedans, ce qui est très... ce n'est pas une très bonne idée, ne faites pas ça chez vous. Et quand on va chercher donc innovation écologique, là on va avoir tout un tas de stratégies un peu techniques pour soutenir la nature. Donc là par exemple il y a Coco Palette qui propose de remplacer le bois par des noix de coco, ce qui ne change pas grand chose au problème. Ça ne permet de pas couper les arbres, mais ça va surtout permettre de couper tous les arbres pour mettre des cocotiers, probablement. Donc en fait on ne comprend pas très bien la solution. J'ai sélectionné 3-4 projets là pour vous montrer de quelle manière il y a un biais, si vous voulez, épistémologique dans la croissance qui fait qu'on ne peut pas, avec cette posture intellectuelle-là, faire vraiment de l'écologie. Un des exemples que j'affectionne un peu tout particulièrement, c'est la Grangette, qui est cette armoire-là que vous voyez sur le côté. C'est une armoire qui vient accueillir donc des ampoules UV, sans doute, qui permettent d'éclairer les plantes et de les nourrir en ultraviolet, en lumière solaire, et qui va permettre de faire pousser à l'intérieur des aromates ou tout un tas de choses. L'idée est charmante, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer en effet que dans une tour, en pleine ville, dans un milieu un peu minéral, on puisse avoir à disposition des produits bio, frais, qui poussent en circuit plus que court, puisque c'est dans le salon, et pouvoir arranger, un peu améliorer la santé humaine avec l'alimentation. Sauf que là, l'illustration proposée par les porteurs de projet, c'est quand même une maison extrêmement, alors on va dire chic, on peut commenter, mais en tout cas très bourgeoise, maison de campagne, donc où on constate à l'extérieur un jardin qui pourrait faire pousser toutes ces plantes, mais qui est complètement rasé, qui est taillé ras, où rien n'est vraiment vivant là-dedans, vraiment l'emblème un peu du jardin bourgeois sans intérêt.
Et donc c'est un peu grotesque parce que si la Grangette avait un intérêt, ce ne serait pas dans ce cadre-là, dans ce cas de figure ici, où on a l'impression que les gens ont peur de l'extérieur et s'enferment dans des bunkers avec des plantes artificielles qui sont en fait des vraies plantes dans une situation artificielle. Deuxième innovation, c'est Novamit, c'est la viande imprimée, donc c'est probablement de la poudre de soja ou en tout cas de protéines végétales qu'on va venir, grâce à des imprimantes, façonner de sorte à ce que ça ressemble à un vrai steak de bœuf mort. Donc là, on est aussi dans un imaginaire où on ne peut pas se défaire de l'idée que la viande a une sorte de pouvoir fascinant et magique sur l'être humain, qu'elle est la seule chose capable de le nourrir, de lui amener des protéines. Et on va essayer de recréer justement cette sémiologie-là avec des protéines végétales en imprimant de la texture, ce qui paraît un peu burlesque de se donner tout ce mal quand on sait qu'un steak de coco de Paimpol, ça se fait assez facilement. Ensuite, il y a tous les projets d'absorption carbone, qui sont donc des espèces d'usines qui fonctionnent à l'électricité et qui vont aspirer le carbone qui est produit justement par des dépenses énergétiques. Donc on peut déjà se questionner sur cette démarche-là. Alors ça peut être positif, c'est-à-dire ça prend un peu d'électricité, ça absorbe beaucoup de carbone, mais on peut aussi se dire qu'une forêt, c'est pas mal. Et même si ça ne rapporte pas d'argent, que c'est quand même efficace pour stocker une zone humide, des forêts dans l'océan, d'algues, etc., etc. J'ai mis un petit bonus parce qu'en ce moment, Elon Musk a la cote. Alors, il aurait plutôt sa fusée un peu comme ça, là maintenant, un peu horizontale. Mais bon, admettons, donc Mars City. Pour construire la première ville écologique sur Mars, il faudrait lancer 1000 vaisseaux spatiaux dans l'espace en 20 ans. Ça me paraît très peu écologique ici, et quand on sait qu'écologie veut dire interaction entre les vivants et leur milieu, on peut se questionner sur l'idée d'une écologie martienne. Mais bon, Elon Musk n'est pas à une débilité près, il les collectionne. Et donc tout ça nous invite à penser que la croissance considère la nature comme un médium, au sens des métiers de la communication. Donc le médium dans les métiers de la communication, c'est une sorte de catalyseur qui va nous servir un peu d'argument intrinsèque, qui va nous servir à la fois en tant que média et en tant que message en même temps. Donc c'est ajustable, c'est valorisable. On a cette pub par exemple pour Daddy qui nous rappelle que le sucre est une plante, ce qui très honnêtement en termes d'argument de vente n'a aucun intérêt puisque la ciguë est une plante et je vous déconseille d'en manger. Mais là apparemment c'est super, sachant que le sucre a un peu cette propriété de la ciguë de vous tuer rapidement dans des conditions un peu dégueulasses. Donc quel est ce propos là marketing? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la nature a pris de la valeur. Il se passe que la nature a pris de la valeur et que l'emblème de la nature, c'est beaucoup le végétal pour des questions forcément de sémiologie et de représentation, mais c'est aussi vrai quand on se rappelle de toute la biomasse, le végétal est très présent. Donc on se retrouve dans une situation un peu particulière où tout à coup, toutes celles et ceux qui participent de l'effondrement de la biodiversité, je veux dire activement, en polluant avec du plastique, en produisant du gaz, des gaz à effet de serre en tout genre, tous ces gens-là qui vont extraire des minéraux vont se mettre ensemble pour valoriser l'idée d'une nature sauvée, d'une nature belle et financer par exemple la COP27. Va faire la promotion de moins d'encre sur notre carte blanche en plastique recyclé, alors que c'est la finance plutôt l'acteur de l'effondrement plus que le plastique de la carte. Ici, il y a une belle tentative, The Bicycle, donc le vélo comme la voiture pollue. Bah non, en fait, le vélo ne pollue pas comme la nature, c'est pas vrai. Et on a une espèce de science washing, on peut appeler ça, avec Mac Lesguy, qui va nous expliquer que faire de la voiture et faire du vélo, c'est un peu équivalent. Alors bien sûr, il y a les avions qui polluent pas, les avions magiques, il y a le carburant qui nous fait économiser du CO2, Fuel for the Planet, alors ça, et BNP Paribas, le financeur de la fin du monde, qui nous fait une petite expo à 360 degrés. Je ne pense pas que ce soit des degrés circulaires, mais des degrés Celsius. Ensuite, on a cette petite expérience que j'ai menée, puisque j'ai vu sur ma voiture, donc moi j'ai l'obligation d'avoir une voiture du fait de la manière dont mon environnement est structuré, donc j'ai une voiture électrique. Et sur ma voiture électrique, il y a marqué 0 émission. 0, c'est pas beaucoup. Et c'est marqué dans une petite feuille, c'est le logo qu'il y a derrière la Zoé. Donc je suis allé vérifier, parce que moi j'ai choisi en prenant ma voiture de passer en heure creuse et en heure pleine. Et en heure creuse, donc je dépense 21 €, c'est-à-dire à peu près tout
que de la voiture, que de la charge. Quand je bascule en CO2, parce que EDF permet de vérifier ça, de passer nos euros en CO2, ça me fait 17 kg de CO2. Ça veut dire que globalement, ma voiture consomme 17 kg de CO2 en un mois. Donc c'est pas zéro, parce que l'énergie que je charge... Donc là, on a une espèce de jeu un petit peu, de sémantique pour jouir de bénéfices qu'être soutien de la nature puisse apporter à ma marque, mais sans vraiment être un soutien de la nature. Et donc, sur ce tableau-là, je vous montre comment fonctionne un médium. Il va servir de prothèse un petit peu à la croissance, avec l'idée que le développement, c'est pas bien, mais que le développement durable, c'est super. En rajoutant cette petite prothèse, on peut rendre tout un peu acceptable. La croissance, c'est mal, la croissance verte, c'est super. Le plastique, c'est pas bien, le bioplastique, c'est bien. Un quartier, c'est pas top parce que ça artificialise, mais un éco-quartier, c'est en béton aussi, mais c'est mieux. C'est mieux. Donc vous voyez, on a la nature là, qui arrive comme une prothèse pour soutenir les choses qui la détruisent. Donc voilà, la croissance, nature comme médium, et donc on arrive à cette comparaison entre le biomimétisme, qui prend la nature comme modèle, mesure et mentor, et le capitalisme, qui prend la nature comme matière, moyen, médium. Alors ensuite, donc, dans la deuxième partie, on va parler un petit peu du biomimétisme. Là, on voit quel rapport on a à la nature, un rapport d'extraction de matière, un rapport de transformation de la matière et de rejet dans la nature, de structuration de la nature en vue d'optimiser la production qu'on doit faire, et ensuite d'utiliser la nature comme un argument pour continuer à détruire la nature. Qu'est-ce qui se passerait donc dans une épistémologie de rupture où on serait dans un monde biomimétiste, ou en tout cas de biomimétique? Alors déjà, je vais vous parler de l'hypothèse Gaïa, parce que ça paraît un peu fondamental avant de parler de biomimétisme. Donc James Lovelock et Lynn Margulis sont des scientifiques, chimistes et biologistes, qui vont nous dire que, je vous passe le détail, mais que les vivants qui habitent la Terre aujourd'hui participent de la possibilité de la vie sur Terre. C'est-à-dire que les vivants, en vivant, transforment leur milieu et le rendent encore plus propice à la vie. Cette hypothèse, elle arrive en 1979, après déjà presque 20 ans de réflexion et d'engagement écologiste, politique j'entends, c'est-à-dire depuis Printemps silencieux, un livre de Rachel Carson qui fait un petit peu la synthèse des dégradations produites par les phytosanitaires, tout ce qui est censé protéger ou les plantes détruire les insectes. Et puis en 1972, après le rapport Meadows, qui est un rapport justement qui fait l'hypothèse de la fin de la croissance et d'une décroissance non voulue qui nous pousserait à un effondrement économique de nos systèmes. Donc toutes ces théories-là viennent s'enrichir, se nourrir, jusqu'à donc l'émergence en 1997 du biomimétisme, quand la nature inspire des innovations durables, qui est le manifeste de Janine Benyus dont j'ai parlé tout à l'heure. À partir de là, donc, voilà, l'idée est la suivante: la manière dont vivent les humains n'est pas propice, n'est pas favorable à l'émergence de la vie. Au contraire, on a provoqué le démarrage de la 6e grande extinction de biodiversité. On est dans une situation écologique lamentable, de santé pas terrible, de fait, puisque c'est lié. Comment changer, comment mieux faire? Donc pour Janine Benyus, la solution est dans l'observation de la nature et de s'inspirer de la nature, parce que la nature a 3,8 milliards d'années d'essais-erreurs, de tentatives qui ont réussi ou raté, et que tout ce qui est aujourd'hui à la surface de la Terre est optimisé pour vivre à la surface de la Terre et parfaitement adapté à son milieu. Et donc là-dedans, il y a beaucoup de choses qui devraient nous permettre de trouver des solutions à nos problèmes de vivants, et j'inclus les problèmes que nous provoquons aux animaux, plantes et bactéries. Je vous propose de regarder ce schéma-là qui est l'arbre généalogique de tout le monde. Parce qu'on est quand même une grande famille, de la première bactérie qui a un ancien, un aïeul commun à tout ce qui est vivant sur Terre, que ce soit les plantes, les poissons, les amphibiens, les mammifères. On vient tous de cette petite bactérie, et nous sommes donc, vous voyez, tout à la fin là. Pour ceux qui ont fait des marches du temps profond, c'est un peu ça que ça illustre, c'est-à-dire qu'on n'est pas là depuis longtemps et on a déjà foutu un sacré bordel. Le biomimétisme, donc il y a plusieurs termes qui vont venir s'entrechoquer. Tout d'abord, la grande famille de la bio-inspiration, c'est-à-dire je regarde la nature et je trouve dans la nature des choses qui vont me donner des idées.
Alors, moi, j'ai un t-shirt là, par exemple, aujourd'hui. On peut dire qu'il est bio-inspiré. Il va essayer de ramener la beauté de la nature dans mon t-shirt. Mais est-ce qu'il est biomimétique? Je ne pense pas. J'en doute. Parce que il ne doit pas être produit à la manière de la nature. Donc la bio-inspiration, en tout cas, c'est la famille très générale de tout ce qui s'inspire de la nature. À l'intérieur, il y a la biomimétique qui va vouloir non pas s'inspirer de la nature, mais imiter la nature. C'est-à-dire non seulement ressembler, mais faire comme la nature. Et là, il y a deux situations. Soit on va mélanger cette philosophie de faire comme la nature avec la technologie, par exemple technologie numérique ou mécanique, la robotique, et là ça fera de la bionique, donc on peut imaginer des jambes de sauterelles mécaniques pour sauter très haut, des bras inspirés je sais pas, des ressorts la crevette pistolet qui a beaucoup de puissance, donc pour attraper très fort des choses. Ça, c'est la bionique. Mais le biomimétisme, comme on en parle, c'est plutôt le mélange de la biomimétique et de l'éco-conception. C'est-à-dire avoir une recherche de sobriété, de simplicité, d'efficience et non d'efficacité absolue dans une juste limite. Donc c'est la juste solution au juste problème dans une juste mesure. C'est comme ça qu'on peut, je pense, le mieux le dire par rapport à ce qu'est le biomimétisme. Donc, une définition, pour être ensemble sur le même concept, philosophie interdisciplinaire, proposant des approches qui prennent la nature comme modèle, mesure et mentor, pour faire face alors aux enjeux du développement durable, mais moi je dirais plutôt aux enjeux de la redirection écologique, c'est-à-dire bifurquer, changer ce qu'on fait, pas le transformer en version un peu plus acceptable, vraiment on tourne. Dans les démarches de création, donc on sait par exemple, peut-être pour certains d'entre vous là ici, qu'on utilise des stratégies de réflexion en double diamant, donc on ouvre pour découvrir un monde, un univers, une problématique. On va refermer vers un problème bien précis, pour lequel on va ouvrir à nouveau pour trouver le maximum de solutions possibles et refermer vers les bonnes solutions. Le biomimétisme fait à peu près la même chose, mais entre ces deux phases, au moment d'avoir la problématique très précise, on va demander que ferait la nature. Et ensuite, on va aller voir. Et ensuite seulement, on va ouvrir toutes les possibilités pour proposer des solutions. Alors, ce n'est pas Janine Benyus qui a inventé le biomimétisme dans l'absolu. Ça a plus ou moins toujours existé. Il n'y a rien de plus logique que d'imiter les vivants quand on est un vivant. On voit par exemple le fameux Léonard de Vinci qu'on cite beaucoup dès lors qu'il s'agit de citer quelqu'un. C'est lui ou Einstein de toute façon. Donc Léonard de Vinci, lorsqu'il a voulu imaginer que l'homme pouvait voler, il s'est rapproché des oiseaux pour avoir des inspirations. Clément Ader a fait de même avec les roussettes, donc pas des oiseaux mais des chauves-souris. Mais en tout cas la démarche semble évidente. Si ça a des ailes, que ça bat, que c'est léger, que ça a un bec, ça peut voler. Donc on va passer sur cette vidéo. Là, je vais vous laisser regarder une petite vidéo de la WWF qui fait un spot justement traçant des similitudes entre les vivants. C'est très beau, vous allez voir. Bonne lecture. Alors, est-ce que l'être humain, pour faire ses circuits cyclables, ses pistes cyclables, ses circuits autoroutiers pour s'alimenter, boire, est-ce qu'il s'est inspiré des murmurations d'oiseaux ou des bancs de poissons? Est-ce qu'il a... Non, c'est pas ce qui s'est passé, mais on fait partie d'un tout et nous avons des similitudes avec les autres vivants. Et donc, ça nous amène à une première hypothèse de Janine Benyus. Prendre la nature comme modèle, on va regarder de quelle manière on peut faire ça et qu'est-ce que ça veut dire, la nature comme modèle.
Alors l'exemple le plus connu, il est bien parce qu'il est assez spectaculaire déjà dans un premier temps, mais en plus il explique bien la didactique, donc je ne vais pas réinventer l'eau froide. Je vais vous resservir la même explication. Donc on a un problème au Japon, on a le Shinkansen, qui est un train extrêmement rapide, qui va tellement vite que lorsqu'il rentre dans un tunnel, il provoque une onde de choc quand il rentre et qu'il sort, parce qu'il y a une compression, voilà, densité de l'air là. Et donc ça fait déjà énormément de bruit, mais en plus, le risque d'effondrer, le risque d'abîmer les infrastructures est important. Alors comment on résout ça avec le biomimétisme? La question, la technique, c'est de pénétrer dans un fluide, enfin de changer en tout cas de densité, donc de passer de l'air à l'eau par exemple, avec pour objectif de réduire les perturbations. Et là, que ferait la nature? Alors on avait un ingénieur qui lui était fan d'ornithologie et donc qui savait que le martin pêcheur, quand il plonge dans l'eau, après 3,8 milliards d'années de perfectionnement, ça n'émet pas d'ondes à la surface. Donc ça veut dire que la pénétration est quasi parfaite. Toc. Et il ressort avec un poisson, parce que le poisson n'a pas saisi la perturbation, il n'a pas entendu de problème, tout va bien, donc il ne s'enfuit pas. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le bec du martin pêcheur. Et donc on va adapter la forme du bec du martin pêcheur à l'avant du TGV pour réduire les dégâts, ou en tout cas la puissance de la pénétration dans le tunnel, et ainsi régler notre problème. On va également rajouter un peu de hibou. Les chouettes volent extrêmement silencieusement, donc on va répliquer un peu la structure des plumes. On va s'en inspirer pour faire la structure extérieure du TGV avec des lamelles de métal. Et le problème est réglé de manière créative et de manière un peu poétique, mais surtout de manière extrêmement efficace. C'est mieux que de raser la montagne, par exemple, ou de ralentir le train. Après, ralentir le train, ça ne me gênerait pas plus que ça non plus. Alors, 3 champs d'inspiration. Tout d'abord, le biomimétisme de forme et de structure. Plus évident, ce qu'on voit. Donc, on a des hydroliennes, c'est-à-dire des choses qui doivent faire de l'électricité en étant dans un milieu dans un milieu aquatique. Et on va constater que nous, ce qu'on produit, c'est des éoliennes qui ont des hélices. Alors évidemment, le poisson à hélice n'existant pas, on peut se questionner pourquoi cette forme. Donc plusieurs projets ont émergé en s'inspirant des forêts de kelp, comme vous pouvez le voir à gauche, ou des murènes ou des anguilles, comme vous pouvez le voir à droite. C'est efficace, ça produit de l'énergie, ça perturbe moins le milieu, ça se dégrade moins vite. Pourquoi? Parce que c'est adapté. Donc voilà, l'Energy est en test, il a été testé à Brest. Il est parfaitement fonctionnel, tout va bien, ce serait merveilleux. De la même manière, algorithme pour l'architecture, pour l'urbanisme, pour imaginer que chacun puisse être exposé de la même manière au soleil, à l'énergie. Il y a un enjeu social là-dedans, c'est-à-dire que si on mise sur les panneaux solaires, par exemple, dans un futur proche pour remplacer le pétrole ou les énergies fossiles, ça veut dire que chacun devrait avoir accès à un petit bout de soleil. Mais on est certain, en observant les villes, qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc comment construire des villes qui pourront orienter convenablement les habitants, et en hiver, on chauffe beaucoup, sauf si le soleil vient taper sur notre véranda ou sur notre baie vitrée ou sur notre fenêtre, et là on chauffe un peu moins. Donc il y a aussi un enjeu contre la précarité, un enjeu un peu total. Et donc on va s'intéresser justement à la manière dont des plantes extrêmement optimisées pour capter ces enjeux-là organisent alors c'est pas des pétales, leurs feuilles, et on va s'en inspirer pour produire un quartier qui, vous le voyez, est un peu intriguant, parce que les maisons sont toutes dans des sens un peu différents. D'habitude, on aligne tout bien, on est très un ingénieur, vous voyez, cartésien, ça fait des rectangles. Mais là, on n'est pas là-dessus. Des hypothèses aussi, avec le papillon pour remplacer des teintures polluantes dans le milieu de la mode, par exemple. Là, on peut imaginer une structure. Donc le papillon est bleu, mais pas parce qu'il a des pigments bleus, parce qu'il a une structure sur ses ailes qui renvoie la lumière bleue, donc qui le fait apparaître comme étant bleu. En répliquant cette stratégie, cette logique, on va pouvoir produire des tissus qui sont bleus sans utiliser de pigments, simplement par leur forme. Ça, c'est donc biomimétisme de forme et de structure. Ensuite, on a le biomimétisme de fonction et de process. On a eu ces dernières années un projet qui s'appelait Glowy, qui voulait éclairer les villes différemment, créer de la lumière à partir
de micro-organismes marins. Donc dans les abysses, dans les milieux sombres, il y a certaines espèces qui produisent de la lumière, de la bioluminescence, ça s'appelle lumière du vivant, avec des protéines, enfin je vous passe le détail. Donc l'idée, ça aurait été peut-être d'éclairer les villes avec des sortes d'aquariums, en réalité remplis de ces organismes qu'on pourrait nourrir avec du sucre plutôt qu'avec du pétrole ou du nucléaire, et qui donnerait à la ville une sorte d'atmosphère, de bioluminescence, c'est-à-dire une lumière qui ne nuit pas aux vivants, qui ne fait pas de pollution lumineuse, et donc qui permettrait à tous les vivants de vivre correctement, humains compris. À Orléans, donc une hypothèse d'algorithme inspiré par la manière dont les fourmis se déplacent en groupe et signalent s'il y a ou non un intérêt à passer par tel ou tel chemin, grâce à des phéromones. Donc on peut tracer un algorithme en imaginant que les poubelles soient des sortes de petites miettes que les fourmis viennent chercher, et que les camions poubelles, donc qui sont les fourmis dans mon exemple, vont pouvoir optimiser leur trajet pour économiser du temps, de l'essence, et faire un meilleur parcours vis-à-vis du ramassage des poubelles. C'est aussi un peu, si vous connaissez Waze, l'application GPS, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire une collaboration entre personnes au volant pour signifier des problèmes ou des solutions sur les trajets, et c'est la communauté qui produit finalement un meilleur GPS que ce que peut être Google Maps. Et enfin, donc, le plus global des biomimétismes, aussi le plus imagé, ça va être le biomimétisme d'organisation, qui intègre aussi les questions de gouvernance, une gouvernance bio-inspirée. On a cet exemple de zone libellule de Suez qui part du principe qu'en fait, lorsque l'être humain essaye d'épurer de l'eau, une station d'épuration, le travail n'est pas terrible. Globalement, l'être humain, il aimerait bien remplacer les services rendus par la nature, c'est-à-dire épurer l'air, épurer l'eau, rendre les choses potables, rendre les choses merveilleuses, mais on n'est pas très bon pour ça. Donc là, l'idée, ce serait d'épurer l'eau pour enlever les choses qu'on peut enlever, notamment les plus polluantes, et ensuite rebasculer l'eau qui n'est pas encore parfaitement saine dans une zone humide. La faire circuler et récupérer en bas de la zone humide une eau de meilleure qualité. C'est-à-dire que les mammifères auront bu dedans, auront mis de la salive, les bactéries de la salive des mammifères aura nettoyé, certaines espèces de poissons, d'amphibiens, d'insectes aussi participent du nettoyage et de la minéralisation et de l'enrichissement de l'eau, et on obtient une structure plus belle. L'avantage de ça, c'est que voilà le projet qui est à Shanghai, je crois, en tout cas en Chine, c'est sûr, en cours d'installation, c'est qu'au-delà du fait de produire une station d'épuration qui est moche et qui pue, donc on va remplacer ça par un parc. Un parc à la fois pour les oiseaux, donc là clairement, vous voyez pas mal d'oiseaux sur l'illustration, et pour toutes les espèces aquatiques et petits mammifères, mais aussi pour les humains. On en revient à la réflexion de base qui était liée à la reconnexion au vivant, c'est-à-dire que autour de nous, qu'on ait accès à des espaces de nature pour maintenir un lien, pour maintenir en tout cas un engagement et une compréhension de ce qu'est la nature et de comment elle fonctionne. Donc là, voilà, une très belle station d'épuration, je trouve. En tout cas, je ne serais pas absolument triste de vivre à côté, si on me le proposait. Ça m'obligerait à déménager et à apprendre le chinois, mais ça, c'est un autre problème. Ensuite, donc, deuxième partie, vis-à-vis de la philosophie biomimétique, c'est la nature comme mesure. Alors, la nature comme mesure, c'est simplement l'idée que la nature nous indique ce qu'elle est capable de supporter ou pas. Nous avons aujourd'hui une bonne lecture, en tout cas une lecture suffisante de la manière dont fonctionne le vivant, et notamment à travers la mesure des limites planétaires, en tout cas du concept de frontières planétaires, on peut savoir ce qu'on fait mal. Et très honnêtement, on fait presque tout mal. Il ne reste plus grand-chose là. On a dépassé la quasi-totalité des frontières, tous les systèmes sont dans le rouge, donc là il est urgent de changer d'indicateur. Par exemple, continuer de dire que l'avion, si on charge beaucoup de monde dedans, c'est mieux parce que par personne ça émet moins, c'est ne pas comprendre que la nature se moque du nombre de personnes qui polluent et que la seule chose importante, c'est la pollution en elle-même et le volume de pollution. Alors qu'est-ce qui se passe avec tout ça ? Il y a un seuil de résilience sur les systèmes sur Terre. Seuil de résilience veut dire qu'il y a une limite aux perturbations que la Terre peut accepter. Si on dépasse cette limite, on fait basculer le système Terre dans un nouvel état. Un nouvel état duquel, a priori, le système ne pourra pas revenir. Et donc on a identifié tout un tas de ce qu'on appelle les points de bascule, tout un tas de choses qui seraient extrêmement risquées de perturber, en tout cas de
de faire basculer. Donc là, on a un petit code couleur, il y a déjà des choses qui sont dans un état lamentable, mais on n'a pas envie de faire fondre le permafrost. Qu'est-ce qui se passe donc en ce moment? On a changé la trajectoire à force de perturbations, changé la trajectoire climatique, géologique totale du système Terre, et la Terre est en train de se diriger vers un nouvel état dans lequel on sait qu'il fera plus chaud, mais dont on ne sait pas grand-chose d'autre et dont on ne sait pas si et comment elle sera capable de soutenir la vie. Donc je pense que l'enjeu là est assez important pour se poser la question quand même de la manière dont l'être humain agit sur le monde et ce qu'il doit arrêter de faire. Ça s'appelle l'anthropocène, l'ère de l'action humaine sur son milieu, et comment cesser cette force un peu destructrice et pourquoi le faire. Donc on revient au rapport Meadows que j'ai évoqué tout à l'heure dans la liste des inspirations. Donc le rapport Meadows nous donne une lecture prospective sur les limites, non pas du système Terre, mais les limites induites par le système Terre sur notre système économique. Et donc on voit qu'on approche dangereusement. Donc mon cours date de 2023, la première fois où j'ai monté ces plans, je ne l'ai pas refait aujourd'hui, mais on voit bien qu'on est, lorsqu'on compare les courbes réelles là, qui sont en plein et les pronostics du Club de Rome qui a produit le rapport Meadows, que tout se passe comme prévu. So far, so good, comme c'est dit. Donc la réaction, on verra où on en est. Donc oui, il y a un peu plus de ressources. Ok. Il y a aussi plus de production, sans doute est-ce lié, mais aussi plus de population et moins de production industrielle et un peu moins de pollution. Ok. Alors peut-être que ce sera pour 2032. Donc tout ça nous met dans un rapport sur les limites qui dépasse la simple question des limites planétaires. C'est-à-dire qu'on est dans une exploitation quasi totale, non seulement des vivants, mais des morts. On organise du vivant en barquette. C'est quand même quelque chose d'assez terrible. C'est-à-dire qu'au-delà de la question de manger ou pas de la viande, c'est aussi la question de comment la manger et de comment traiter la chose qu'est la viande avant d'être de la viande. Tout ça mis au service d'une dégradation spectaculaire de la nutrition, de la qualité de la nutrition, où on passe, vous voyez, en 1975, d'un monde globalement convenable, si on oublie évidemment les pays qu'on aime oublier, c'est-à-dire l'Afrique, l'Asie mineure, aujourd'hui à une situation où les pays très industrialisés, historiquement entre guillemets développés, sont dans des situations sanitaires déplorables, avec plus de 30% d'obésité aux États-Unis, mais aussi en Égypte, presque entre 20 et 25% en Europe, en Russie, au Brésil, etc. Donc pourquoi est-ce qu'on augmente cette pression sur les vivants, cette maltraitance qui nous maltraite nous aussi, avec s'ajoute en plus à cette tragique perte de qualité de la nutrition, un gaspillage qui est aujourd'hui d'à peu près un tiers de ce qui est produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait produire un tiers moins. En ne gaspillant pas, on aurait le même niveau d'alimentation. Et ceux qui ne mangent pas ne mangeraient toujours pas. Donc on hérite, comme le dit l'équipe de la redirection écologique d'Alexandre Monin, Emmanuel Bonnet et Diego Landivar, on hérite d'un monde en ruine. Des ruines qui sont ruinées, c'est-à-dire consommées, des ruines qui n'ont plus d'usage, des vastes zones de poubelles à ciel ouvert, par exemple, ou des bâtiments qui s'effondrent, des polluants éternels ou encore des matériaux qu'on ne peut plus utiliser, des ruines qui continuent de nous ruiner, des ruines ruineuses qui sont nos méthodologies et nos technologies, c'est-à-dire qu'on continue à aujourd'hui davantage encore avec le retour de bâton de ce début d'année 2025 sur les pratiques écologistes, ou en tout cas qui aimeraient être écologistes, où là on va réintroduire des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles et on va réintroduire des produits contre lesquels tout le monde s'est battu pour façonner un monde qui va venir détruire les habitats physiquement, fragmenter et construire quelque chose qui est uniquement pour les humains. Donc là ça pose une question de design qui a été posée chez nous à l'Institut de Design par Nicolas Roche la première fois, que je vais reprendre ici. Nicolas Roche, donc designer de Zoépolis. En design, on utilise une notion qui s'appelle la taille standard, c'est-à-dire que quand on doit faire une chaise, on ne la fait pas sur mesure, sauf à être artisan, ou Gérard Larcher. Mais si on ne l'est pas, on utilise une chaise qui est la même pour tous, et donc on va prendre la taille la plus représentée, pas la moyenne, la taille la plus représentée parmi une population.
environ 1,72 m, 1,74 m en France. Si on devait construire le monde de la même manière, quelle serait, à votre avis, la taille standard pour les vivants? C'est-à-dire à quelle taille faudrait-il considérer la taille normale, entre guillemets? Je ne vais pas faire de suspense, on va avancer. C'est la taille d'une coccinelle. Donc tout devrait être construit pour des habitants de 5 mm. Alors évidemment, ça ne marche pas très bien pour les animaux. C'est-à-dire qu'un éléphant ne peut pas vivre dans un monde à 5 mm, mais on ne se pose pas tant de questions aujourd'hui pour les enfants, pour les personnes qui sont plus petites ou très grandes, très maigres ou très grosses, par rapport à une chaise qui est faite pour quelqu'un d'1,72 m pour 60 kg. S'ajoute à ça donc des perturbations lumineuses qui viennent fragmenter les habitats nocturnes, perturber et polluer. Quand on parle de pollution, c'est aussi grave que de la pollution chimique pour certaines espèces. Quand on voit la vigueur avec laquelle un insecte peut tourner autour d'une ampoule jusqu'à l'épuisement. Tout ça, ça a une logique qui nous amène à ce concept-là, qui est le concept de One Health, une seule santé. De la santé des habitats dépend la santé de la biodiversité, de la santé de la biodiversité dépend la santé des humains, qui fait partie de la biodiversité. Donc il n'est pas étonnant de constater la santé humaine se dégrader progressivement malgré toutes les stratégies et technologies qu'on déploie au service de la santé, médicaments, traitements, etc. Donc on dit que la nature est fragile, mais en réalité c'est faux. On se comporte littéralement comme des brutes. Donc là on a vu de quelle manière on peut considérer la nature comme limite et observer de quelle manière on dépasse ces limites. Maintenant on va passer au concept de nature comme mentor. Donc la nature comme mentor, c'est l'idée qu'on peut apprendre de la nature comment faire les choses. Alors, comment fonctionne de base la nature? Donc on a une espèce, vous voyez, avec différents individus, là en rose, et on les met dans un milieu. Donc là j'ai mis des espèces plus ou moins grosses, c'est une même espèce on va dire, avec des individus plus ou moins gros dans un milieu qui est fixe. Si le milieu est perturbé, par exemple le milieu diminue, soit en nourriture, soit en autre chose, eh bien il y a une espèce qui devient trop grosse pour ce milieu et qui ne survit pas. Donc ce sont bien les plus adaptés et pas les plus forts, les plus gros, les plus puissants, comme aimerait le penser une certaine partie de l'extrême droite. C'est bien les plus adaptés qui survivent. Et les plus adaptés vont se reproduire. Ils vont se reproduire et transmettre ce qui leur a permis de s'en sortir, de survivre, c'est-à-dire leur taille plus petite. Et ce faisant, l'espèce, petit à petit, va devenir plus petite, et toujours adaptée à son milieu. Parmi les principes du vivant, on observe plusieurs choses. Voici une petite liste rapide. Donc, c'est des choses qui feraient que la nature fonctionne d'une certaine manière. Donc, par exemple, les êtres vivants créent les conditions propices à la vie. Ça, c'est un premier phénomène. On en a parlé tout à l'heure. La vie fait la promotion de la collaboration, c'est-à-dire qu'elle récompense les situations de collaboration. On pense que la nature, c'est une sorte de jungle dans laquelle tout le monde est en compétition. Mais c'est absolument faux. Il y a des situations forcément de compétition quand les ressources se font peut-être un peu rares, et encore on observe une augmentation généralement de la collaboration. Mais bien sûr qu'il y a de la compétition, mais ce n'est pas le seul système et c'est certainement pas le plus performant. Les humains qui sont des animaux, ainsi que tous les autres animaux, se nourrissent d'informations. La vie doit intégrer le concept vie-mort-vie, c'est-à-dire que de la mort renaît la vie. Principe du compost, mais ça, il y a certaines structures qui sont fières d'annoncer qui sont en vie depuis 1822 sans avoir évolué en termes de mentalité. Là, vous voyez, c'est un problème pour la transition, par exemple. La vie, le vivant est frugal, le vivant n'opère pas à un niveau maximum et optimal. C'est-à-dire qu'on garde de la réserve. Le vivant est toujours en sous-régime. Vous ne pouvez pas être à fond tout le temps, vous allez faire un burn-out, et il ne faut pas être à fond tout le temps, ça ne sert à rien. Donc, on s'économise. Voici quelques règles donc, du vivant, il y en a plein. On observe dans le vivant, on peut classifier, vous voyez, les organisations du vivant, donc des relations gagnantes-gagnantes, mutualisme et symbiose, c'est-à-dire que je fais une opération dans laquelle je gagne quelque chose et les autres aussi. Ça, c'est super. Commensalisme, ça ne me coûte rien, mais je fais gagner les autres, et ça, c'est super aussi. La coexistence, c'est le fait d'habiter au même endroit sans réellement interagir, ou en tout cas en ayant des interactions non enrichissantes, quoi, pour personne.
Ensuite, on a l'amensalisme, qui est le fait de nuire à quelqu'un et que ça ne nous apporte rien. Dans le vivant, ça se traduit beaucoup par un arbre, par exemple, qui va projeter une ombre sans faire exprès sur un territoire. Et donc, ça va moins bien pousser dedans. Le parasitisme, c'est vivre au détriment des autres. Et la prédation, c'est un mode de parasitisme qui fait qu'on tue l'autre aussi au passage. Donc ça permet à quelqu'un de gagner au détriment de l'autre. Et enfin, la compétition, c'est un système où on dépense plus d'énergie pour le même niveau de ressources, qui est évalué comme étant simplement perdant-perdant. Et c'est le système qu'on a choisi pour notre économie, ce qui est vraiment une super idée. On transporte avec nous, par rapport à ce qui est notre mentor aujourd'hui, des représentations industrielles. On imagine par exemple que la forêt, c'est un espace enchevêtré dans lequel chacun combat pour l'espace, se chevauche et assez égoïste. Mais en réalité, on peut observer des stratégies, par exemple les arbres avec la couronne de timidité, c'est très beau, c'est comme ça que ça s'appelle, quand la canopée limite son extension pour laisser une marge d'environ 80 cm, 1 mètre entre les cimes pour laisser filtrer la lumière et pour peut-être se prémunir des maladies ou pour d'autres raisons qui resteraient à diagnostiquer. Et donc, il y a une logique de réflexion sur les interstices et de coopération dans les forêts qui permettent de structurer coopération intra-espèces, comme on vient de le voir, ou interespèces, c'est-à-dire l'arbre qui va utiliser le réseau de champignons pour transmettre informations et nutriments aux autres arbres ou aux autres plantes. Dans nos représentations industrielles, j'évoquais l'extrême droite tout à l'heure, il y a eu un détournement un petit peu de l'image du loup, dans l'idée du mâle alpha, de la meute et du loup solitaire, qui a été repris justement par des mouvances radicalisées d'extrême droite au début du siècle dernier, qui sont en fait absolument fausses. Quand on observe attentivement, vous voyez là une meute de loups, on constate qu'en fait c'est déjà un couple alpha, c'est-à-dire un mâle et une femelle qui vont être en fait les doyens de la famille qui constituent la meute et dont les loups solitaires sont des ados en voyage qui vont vivre ailleurs pour développer leur activité, on pourrait le dire comme ça. Vous voyez, donc ça peut vous rappeler peut-être vos situations étudiants là si vous êtes loin de chez vous pour vos études. Les oiseaux, pareil, on a tiré des oiseaux pour l'imaginaire industriel tout un tas de choses. La question de la hiérarchie avec le vol des oies notamment, comme s'il y avait un capitaine devant avec une formation en V, une planification et une décision très centralisée. Alors qu'on peut observer par exemple chez les étourneaux, ça c'est très beau, ça s'appelle une murmuration, on en voit en ville au-dessus des parcs et au-dessus des arbres ces espèces de vols qui ressemblent à des bancs de poissons, c'est la même stratégie, où en fait on observe une anarchie totale au sein du groupe, c'est-à-dire anarchie, c'est pas le bazar, l'anarchie c'est juste qu'il n'y a pas de gouvernance verticale, il n'y a pas de décision centralisée, avec un système qui s'adapte à partir des bordures. Donc ça c'est une idée, un concept qui est repris dans la permaculture. En effet, quand les bords sont perturbés, tout le monde se redistribue en fonction. Donc ça, adapté par exemple à l'hôpital, ça vous fait un hôpital qui est en fait gouverné par les personnes qui sont au contact des patients, c'est-à-dire les infirmiers, les infirmières, les ambulanciers, généralement ceux à qui on ne demande pas trop leur avis. On arrive à la conclusion de toute cette explication, démonstration sur la manière dont on pourrait passer d'une vision philosophique de société qui est capitaliste à une vision qui est biomimétiste, en pratiquant justement le biomimétisme comme il a été pensé par Janine Benyus avec une surenchère, on va dire, de philosophie par-dessus pour éviter de sombrer dans une nouvelle forme d'industrialisation. Et donc le problème, si vous voulez, de l'écologie aujourd'hui, tel que, en tout cas, on le perçoit chez nous, c'est que ce n'est pas une question fondamentalement de technique, mais plutôt de philosophie, de posture. Il faut changer d'idéologie, il faut changer de manière de penser le monde pour réhabiter la Terre et voilà, faire la paix avec les vivants. Et c'est terminé. Je vais pouvoir prendre, si vous voulez, des questions. Et pour ceux qui regardent ça en ligne, écoutez, on s'appelle et on en parle. Voilà, bonne fin de journée et à très bientôt.